Contact Entreprise vous présente Libreco. Bienvenue dans votre magazine économique Libreco. Chaque semaine, nous déchiffrons une page de l'économie martiniquaise. Et ce soir, nous parlons de la plaisance. Toute l'année, la Marina du Marin accueille près de 1500 bateaux. Et pourtant, elle peine à s'inscrire parmi les meilleures marinas de la Caraïbe. Pour quelles raisons? Nous en parlons avec la Martinique Yachting Association, une association de professionnels qui compte bien faire du nautisme un levier de développement pour notre île. Et puis nous avons préparé un bon plan santé, les saveurs de sève, des petits plats concoctés sans gluten ni produits laitiers. Voilà, on est prêt, on peut y aller. Douglas Rapier, bonsoir. Bonsoir, chérie. La plaisance est en pleine expansion aux Antilles. La Martinique a une capacité d'accueil très importante et de nombreux atouts. Et pourtant, on a du mal à s'inscrire parmi les meilleures destinations de la Caraïbe. Pour quelles raisons? Écoutez, nous sommes à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années pour changer la donne. Le premier, c'est de nous positionner dans le monde international, qui était, la plaisance internationale est un marché dans lequel on était plutôt absent. Un peu comme d'ailleurs Martinique, dans la sphère touristique d'une manière générale. On est trop tourné vers la métropole et pas assez vers l'international. Voilà, nous dominons bien ce marché qui marche très très bien, mais maintenant il y a Norvégiens, il y a bientôt Condor qui nous amène des Allemands et ceci, ça ouvre les perspectives justement d'attirer une clientèle internationale et nous sommes prêts. Le Marina investit, l'État, l'ancien conseil régional a investi énormément dans le carénage au marin. Maintenant, nous avons un outil qui est à la page. C'est le meilleur entre Trinidad et la Floride. Donc, nous n'avons rien à nous rougir. On va développer tout ça après le reportage. En 2013, justement, un groupe de professionnels du nautisme, dont vous, Douglas Rapier, a décidé de monter une association pour faire de ce secteur un levier de développement pour la Martinique. L'association s'appelle Martinique Yachting Association et a déjà quelques combats à son actif. On regarde ce reportage de Thomas Turat. The marine forecast for our local waters from Meteo France Antilles. Next. The Tourism Office is organizing a bus from Sainte-Anne-le-Marin to Fort-de-France. Django Mayosa? Django Mayosa, good morning, go ahead. Good morning. Can you please reserve 2 places on the bus for us? Depuis le 17 octobre, la Marina du Marin a son Net Cruiser. C'est une émission par radio VHF, à l'instar de l'île de Grenade, qui permet de communiquer aux plaisanciers étrangers des informations pratiques pour leur séjour en Martinique. L'objectif, c'est de permettre aux voyageurs de passage de découvrir l'arrière-pays, la Martinique, la destination Martinique, pas seulement les installations portuaires. Cette émission, diffusée 3 fois par semaine, fait partie de la stratégie mise en œuvre par l'association Martinique Yachting pour développer l'attractivité de la destination Martinique pour les visiteurs. Créée en 2013, l'association regroupe une quarantaine de membres et a pour but de fédérer les entreprises nautiques pour développer les services offerts aux plaisanciers. Ce regroupement de professionnels a produit de nombreuses études sur le secteur pour identifier les leviers à actionner lui permettant de rivaliser avec les îles concurrentes. Le temps presse, car alors que la plaisance est en pleine expansion aux Antilles, l'offre de location de bateaux appelée charter dans le jargon, lors des 8 dernières années, s'est réduite de 34%. Il y a un rapport sur le bureau de 5 ministres actuellement qui est très favorable, selon nos demandes, pour rendre la plaisance à la Martinique duty-free au même niveau que toutes les autres îles, qui est un des freins, de régler un problème de TVA de charter qui était appliqué ici par erreur et qui a fait fuir tous les bateaux internationaux. Et la troisième étape, c'est de comprendre ce qu'il faut faire justement structurellement pour que notre base reprenne la croissance de sa flotte. Selon les études menées par l'association, l'économie de la plaisance représente un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en Martinique, répartis sur 260 entreprises qui vont de la location de bateaux à la réparation des bateaux, en passant par les fabrications de voiles. Pour autant, la Martinique pourrait encore faire mieux, car elle disposerait d'atouts avantageux pour attirer plus de plaisanciers. La sécurité, ils peuvent conduire, peu importe, n'importe où en Martinique, sans être accompagné par quelqu'un de local ou avec d'autres personnes
Ils ne craignent rien de leur sécurité. Et les dames, par exemple, nous disent, ici, je peux mettre des chaussures que je veux, je peux m'habiller joliment sans se sentir cible. Côté comité martiniquais de tourisme, on est sensible au travail de l'association et la présidente estime que la plaisance peut augmenter sensiblement la dépense moyenne des touristes de séjour en leur proposant des sorties en catamaran par exemple. Il faut qu'on arrive à faire de la Martinique une destination plaisance en faisant rêver les gens parce que nous avons des coins aussi beaux que les Grenadines, voire plus beaux que les Grenadines. J'en connais. Et ce qu'il faut faire, c'est travailler aussi les itinéraires pour les plaisanciers. Une semaine en Martinique, sur un bateau, ça donne quoi? Il faut qu'on sache aussi capter notre clientèle. L'objectif affiché des acteurs du nautisme et du tourisme est désormais de mettre en place un contexte favorable pour développer davantage l'industrie de la plaisance. Mais cependant, cette croissance se fait pour l'instant sans les jeunes Martiniquais qui sont rarement embauchés dans ces entreprises autour du nautisme. Et ce, malgré 2 établissements de formation au métier de la mer. Le problème, c'est la qualification de la main-d'œuvre qui est aujourd'hui difficile à trouver sur la Martinique. Pour rendre ces gens plus embauchables, il faudrait qu'ils acquièrent plus de connaissances dans nos métiers, qui sont des métiers très techniques. On a besoin de beaucoup de qualifications. Pour pallier cette inadéquation entre formation dispensée et besoins spécifiques des entreprises, le RSMA va ouvrir une filière nautique pour ses engagés au mois d'août prochain. On sent bien que le port du Marin va prendre de l'envergure. Ça va devenir le port des Caraïbes. Et donc il y a un besoin de main-d'œuvre tout à fait important auquel nous pouvons nous répondre de façon assez massive et en préqualifiant nos jeunes qui viendront ensuite dans les entreprises ici en période d'adaptation d'entreprise pour se roder. Et si ça marche bien, eh bien, nos jeunes pourraient être employés ensuite au sein des entreprises locales. La Martinique possède désormais 5 marinas dont le fer de lance est le marin. Cependant, lors de mes recherches, aucun de ces ouvrages ne figurait parmi les 10 meilleurs marinas de la Caraïbe des sites spécialisés. On les trouve aux Bahamas, à Saint-Thomas ou encore à Sainte-Lucie. Le chemin à parcourir semble encore bien long. Le chemin est long, Douglas Rapier, mais ça en vaut la peine. Je rappelle les chiffres du secteur. Le chiffre d'affaires de la plaisance en Martinique est de 63 millions d'euros, généré par 260 entreprises, ce qui représente 900 emplois. Et nous sommes pourtant loin d'avoir atteint le potentiel maximum. On dit que la Martinique a mis du temps à se tourner vers la mer. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nos responsables ont pris la mesure du potentiel de ce secteur ? Écoutez, le rapport de la mission interministérielle pose clairement la donne. Il y a 12 recommandations, tous favorables. C'est un rapport qui vient de sortir au mois d'octobre. Qui vient de sortir en octobre, qui part d'un conseil au niveau des préfets pour la région, jusqu'à des actions pour la collectivité territoriale de la Martinique. Nous avons des projets. Le maire du Marin est sur le point de lancer un projet qui tourne autour du port de pêche pour justement créer une zone qui sera à la fois plus tournée vers l'international et en plus qu'il y aura une dimension de centre d'expression culturelle martiniquaise qui nous manque cruellement comme produit touristique sur place. Et l'ambiance du marin, de la marina que vous avez développée, que vous allez développer? Voilà, justement, l'ambiance, vous savez, on a parfois les clients qui demandent s'il y a un couvre-feu à la Martinique à partir de 9 h et c'est effectivement un problème que nous avons. Sainte-Luce, par exemple, adresse assez sympathiquement ce problème en ce moment et nous avons besoin, notamment au marin, d'un endroit où on peut fêter, où les Martiniquais iront s'identifier avec, vivre leur culture et qu'un touriste puisse venir passer 10 minutes ou 24 heures avec eux et revenir avec ce souvenir de vacances. Et se dire qu'en Martinique, on fait la fête autant qu'à Sainte-Lucie le vendredi soir. Parce que les Martiniquais savent fêter. Il faut savoir que ce secteur peut réellement apporter de la richesse à notre île. Par exemple, un charter, c'est-à-dire un bateau de location, génère en moyenne 270 000 euros de dépenses par an. Alors à la fois pour la location, l'entretien du bateau, le transport, le billet d'avion pour venir en Martinique, le taxi, la nourriture, les restaurants, etc. Donc c'est une clientèle
qui dépensent, pour avoir une idée au niveau de tout l'est de la Caraïbe, les dépenses générées par les plaisanciers sont estimées à 600 millions d'euros par an. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Écoutez, à Saint-Martin, ça représente 12,5% du PIB. Là où les hôtels et restaurants représentent 9,5%. Donc l'enjeu est énorme. D'accord. Donc la plaisance peut représenter plus que l'hôtellerie. Et tout à fait, tout à fait. Si on s'y met, si on met les installations, les infrastructures nécessaires, on a fait un grand pas en avant avec le carénage qui est complètement, comme je disais tout à l'heure, à la page de ce qui se fait de mieux dans le monde aujourd'hui et qui en plus maintenant a un portique pour des bateaux jusqu'aux 440 tonnes ou 50 mètres. Donc nous avons maintenant des outils à la pointe que nous sommes sur le point ou en train de promouvoir. Et nous avons de nombreux atouts pour tirer notre épingle du jeu. Donc vous venez de parler des infrastructures telles que le carénage. Nous avons beaucoup de places, 1273 places à quai en Martinique et 1336 en Guadeloupe. Les Antilles françaises accueillent donc près de 45% de la petite et de la moyenne plaisance de la Caraïbe. On ne le sait pas suffisamment. Et puis nous avons du personnel capable d'entretenir des bateaux toute l'année, des stocks de pièces disponibles immédiatement. Comment ça se fait que malgré ça, on n'arrive pas encore à attirer la grande plaisance internationale? C'est le déficit d'image dans le monde international. Récemment... Un problème de communication. Donc. Un problème de communication. Pas plus tard que cet été, j'ai accueilli un Américain. Ça fait 15 ans qu'il navigue dans la Martinique. Il était époustouflé. Dans la Caraïbe. Dans les Caraïbes, excusez-moi. Et il était époustouflé de découvrir ce qu'il a vu au marin. Il ne savait pas que ça existait. Pour l'instant, c'est un petit peu la perle cachée de la Caraïbe. D'ailleurs, je le dis, je le vends à la Martinique comme étant le meilleur secret des Caraïbes et que nous sommes en train de dévoiler. Comme tout secret, ça attire et en ce moment, c'est en train d'attirer de plus en plus. On a le vol de Francfort, par exemple. Les Allemands qui viennent d'Allemagne, qui apprécient ce genre de destination. Et nous avons de grands atouts à vendre. La sécurité a été mentionnée. Alors, la sécurité, justement, on en parlait dans le reportage, très important. Aucun crime commis en Martinique et très peu de vols d'annexes ou de bateaux, contrairement à Saint-Vincent, les Grenadines. Enfin, la plupart des îles anglaises qui, pour le coup, ont un gros problème à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous avez commencé par le Martinique Cruisenet, c'est un élément important, ce qui nous manquait, cette communication. Radio, avec les bateaux. Avec les bateaux, tous les matins ou 3 fois par semaine en ce moment pour démarrer. Mais il faut accueillir les gens dans leur langue qu'ils parlent. On ne peut pas les accueillir en français, ils ne parlent pas français. Donc voilà, c'est un grand pas en avant. D'ailleurs, les gendarmeries, le CROSAG, la douane, tous les instances sont ravis de cette initiative qui permet de véhiculer le fait que nous sommes dans un pays de droit. Il n'y a pas de passe-droit ici, tout fonctionne et il y a des droits et des devoirs et les gens sont parfaitement capables de comprendre ça pour peu qu'on puisse le véhiculer. Alors nous avons également des freins au développement du nautisme. Notre problème principal est que nous sommes un territoire français au beau milieu d'îles anglaises qui ont des avantages fiscaux notamment. Un exemple parmi tant d'autres, le coût de notre main-d'œuvre est 2 à 3 fois plus cher. Nous n'avons pas de duty-free, pas de carburant hors taxe et nous avons un taux d'octroi de mer qui est même plus élevé que celui de la Guadeloupe. Alors un bateau par définition est mobile et il préfère souvent aller quelques kilomètres plus loin à Sainte-Lucie pour bénéficier de tous ces avantages. C'est exactement, vous avez mis le doigt sur le problème, il faut qu'on ouvre la porte. Si on n'ouvre pas la porte, le bateau ne vient pas. Ça veut dire quoi? On s'aligne sur les îles voisines? Ça veut dire qu'il faut qu'on ajuste notre système fiscal sur les points sensibles. Vous savez, les gens savent qu'il faut payer les taxes, nous sommes des hommes d'affaires, on sait c'est parfaitement normal qu'on paye et que les collectivités, par exemple, collectent des taxes. Mais si vous voulez, il faut utiliser un peu les principes de supermarché. On baisse le prix du beurre pour que les bateaux viennent, ils dépensent et le caddie soit rempli. Si on laisse les produits fondamentaux trop chers, les gens ne viennent pas. C'est exactement la même chose dans la plaisance parce qu'un bateau est libre. Donc un système de duty-free adaptable. Voilà, il faut le système duty-free. Et ce rapport justement parle de revenir sur la situation antécédente 2013 quand il n'y avait pas de TVA sur charter, ce qui a fait fuir tous les bateaux internationaux. Et justement, maintenant on est en train de travailler très, très fortement avec un lobbying important pour que ça se traduise dans la loi. Justement, vous parlez des charters, donc ces bateaux de location. Les freins fiscaux dont on vient de parler ont eu de graves conséquences sur les sociétés de location. Et c'est ce dont va nous parler notre chroniqueuse Emmanuelle. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir Julie, bonsoir Douglas Rapier. Ouais. Ce soir, je m'intéresse au marché de la location de bateaux de plaisance en Martinique qui ne va pas bien du tout. D'après les statistiques de la Marina aux Marins qui abrite tout de même 90% des loueurs, de 2008 à 2016, la flotte locative est passée
passé de 307 à 203 navires, soit une baisse de 34% en 8 ans. C'est inquiétant, surtout lorsque l'on constate que les deux principaux loueurs de l'île, qui avaient pignon sur mer, à savoir Moorings et Sunside, ont déserté nos ports. Et ce ne sont pas les seuls. En effet, en moins d'une décennie, il ne reste plus que 13 entreprises sur 25. Comment expliquer ce déclin? L'un de nos principaux freins, la défiscalisation d'investissement du navire. C'est un concept propre à la France qui part d'un bon sentiment. En effet, pour booster le secteur et être plus compétitif sur l'arc caribéen, la loi Ponce prévoit que les sociétés de location bénéficient pendant 5 ans de 100% de défiscalisation de la valeur du bateau acheté. En gros, un navire qui vous coûterait 200 000 € vous revient avec cette aide fiscale à 1 € symbolique. Superbe l'affaire, mais au fil des ans, les taux se réduisent à peau de chagrin. De 100%, on est passé d'abord à 50%, puis à 38,5%. En réalité, avec les différents frais de personnel, les taxes et autres à déduire, la défiscalisation d'investissement ne représente aujourd'hui que 25%. Bref, un navire à 200 000 € vous coûtera au final 150 000 €, ça change un peu du 1 € symbolique. Autre inconvénient, l'octroi de mer à 8,5% en Martinique au lieu de 4,5% en Guadeloupe. Il y a aussi les frais d'entretien et de réparation des navires, le carénage. Il vous faudra débourser par exemple, c'est un ordre d'idée, 500 € en Martinique pour l'entretien de votre bateau au lieu d'environ 150 € à Sainte-Lucie. Et pour finir, les charges sociales et patronales qui sont 2 à 3 fois plus élevées que chez nos voisins. Je reviens donc à ma question, Monsieur Douglas, au regard des quelques freins énumérés, quel avenir pour le secteur de la location de bateaux de plaisance en Martinique? D'abord, il faut qu'on prenne conscience que malgré tous ces freins, nous avons le pôle de réparation le plus efficace dans les Caraïbes. Malgré le taux le montant élevé de nos salaires et charges, qu'on ne conteste pas, nous avons les tarifs horaires les moins chers dans les Caraïbes de par la concurrence du fait que nous avons de nombreuses sociétés efficaces avec un nombre important de bateaux qui sont là grâce à la défiscalisation. Il faut qu'on soit conscient, c'est grâce à cet outil que la base du marin existe. Donc nous en sommes très heureux. Par contre, cet outil qui est par le passé. Non, mais elle existe toujours, mais effectivement, vous avez dit les taux réduisent l'avantage au pot de chagrin. Avant, ça permettait justement à compenser le coût plus élevé de la masse salariale en Martinique par rapport à Sainte-Lucie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez mentionné aussi le taux d'octroi de mer. Et effectivement, je suis sur le point de déposer un dossier à la CTM, où je demande dans un premier temps d'aligner le taux sur la Guadeloupe. Parce que de toute façon, les bateaux vont là où c'est moins cher. Le marché unique d'entier leur permet de faire, dès lors qu'ils ont une base à la Guadeloupe, de le faire de toute façon. Donc, c'est dans l'intérêt de la CTM d'aligner le taux. Donc là c'est les premières mesures. Il y a d'autres aspects du problématique qui est la dimension internationale. C'est-à-dire que de plus en plus, du fait qu'on a cette base, du fait de communiquer que notre base est efficace, nous avons la possibilité de développer la partie internationale. Le taux de dollar a changé. Ça, c'est aussi une donne dans les 8 dernières années qu'il ne faut pas non négliger. On est passé de 1,50 à pratiquement 1 aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, on entend toutes sortes de langues au marin, ce qu'on n'entendait pas il y a 3 ans. Et ce marché représente une manne qui allait autrefois à Saint-Martin. Or, du fait de notre compétence technique, on commence à voir même les bateaux basés à Saint-Martin descendre sur le marin pour se faire réparer. Alors, si on revient sur la défiscalisation, on peut lire quand même aussi que c'était voué à l'échec un peu dès le départ. Pourquoi ne pas miser plutôt sur le rendement économique des entreprises, sur leur viabilité économique, plutôt que sur des aides fiscales ? Ça, c'est la stratégie fiscale de la France. Et je ne suis pas en mesure de remettre ça en jeu. C'est vrai. Est-ce que c'est une problématique quand même ou pas? C'est une stratégie différente dans les îles. Dans les îles, la défiscalisation se fait. On vous laisse la porte ouverte, vous construisez l'hôtel, mais on fait une taxe sur chaque touriste. Donc, comme ça, tout le monde travaille pour remplir les hôtels. Ce n'est pas le système français. On taxe très peu le touriste une fois y arrivé. D'ailleurs, c'est même déconseillé. C'est des taxes très faibles. C'est un autre système de fiscalité. Mais bon, il
faut qu'on compose avec notre pays. C'est notre pays, on est fiers de notre pays, on a des atouts, on a quelques inconvénients, mais eux aussi, ils ont des inconvénients. À nous de nous battre. Et pour l'instant, on se bat très efficacement. Ce qu'on demande, c'est d'être entendu sur un certain nombre de leviers clés, comme le taux d'octroi de mer, par exemple, comme le TVA sur charter, et d'autres, pour qu'on puisse agrandir l'offre et attirer davantage de clients. Pourquoi l'octroi de mer est différent en Guadeloupe par rapport à la Martinique? Historiquement, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis pas au règne. Alors, vous parlez des recommandations que vous avez faites dans un rapport, donc l'alignement de l'octroi de mer, une zone de duty-free, le carburant détaxé, revenir sur cette mesure de TVA qui était appliquée, on va dire, par erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, donc il y a eu une commission interministérielle qui a été suivie d'un rapport qui vient de sortir, mais ce rapport n'a pas force d'engagement. On sait que bien des rapports sont restés lettres mortes. Est-ce qu'à ce jour, vous avez des engagements concrets avec un calendrier qui ont été pris par à la fois l'État et la CTM? Vous parliez de la collectivité territoriale de Martinique. Non, mais le fait de l'existence de ce rapport est déjà une énorme base pour aller de l'avant. Vous savez, vous ne changez pas les lois comme cela. On dit qu'il faut avoir la main qui tremble quand on change, on écrit une loi, et je comprends bien que c'est la nécessité. On ne peut pas bousculer la donne, les gens ont investi, ensuite dans un cadre spécifique, vous ne pouvez pas changer le cadre comme ça. Mais aujourd'hui, on a été entendu. Il faut quand même vous féliciter qu'un rapport sur 12 recommandations favorables, et dans l'ensemble, ils ont suivi nos demandes. Ils ne nous ont pas donné tout ce qu'on a demandé, mais ils nous ont demandé aux administrations de travailler avec nous pour y arriver à nos demandes. On ne peut pas demander plus. Maintenant, il faut que ça soit entendu politiquement. Le rapport a été commandé par le secrétaire d'État de la mer. On attend sa décision. On verra tout de suite s'il modifie justement le taux de TVA sur charter, cette loi qui est facile, c'est juste une modification administrative. Ça, c'est un premier test. Nous allons déposer un dossier à la CTM d'ici une semaine. On verra si nous sommes entendus. Et la zone de duty-free, vous y croyez? Là, dans la recommandation, ils préconisent d'une part, on a une procédure qui offre le duty-free, mais ça reste une procédure par bateau et non pas une porte ouverte. Ils nous demandent de travailler avec la douane. J'ai rendez-vous mercredi de cette semaine avec la douane justement pour voir comment on peut démocratiser cette procédure. Ils recommandent aussi l'emploi d'un outil qui s'appelle Pablo, dont on ignore, c'est déjà utilisé en métropole, afin d'expérimenter cet impact duty-free et d'intégrer aussi la demande des Croisiéristes pour Fort-de-France, qui demandent aussi un espace duty-free comme ça existe à Sainte-Lucie, Pointe-Séraphine, etc. Avec les élections qui arrivent l'année prochaine, vous n'avez pas peur que ce rapport soit mis un petit peu de côté? Ça dépend, je dirais que tous les républicains qui sont venus nous ont entendus et nous ont dit ce que vous demandez est de bon sens. Le rapport de la mission interministérielle du gouvernement actuel confirme même en cas de bon sens. d'alternance, vous pensez qu'il peut y avoir une continuité sur ce point? Voilà, j'espère. Nous n'avons pas pu être entendus par le Front National. Ils ne sont pas venus sur la Martinique pour diverses raisons. Mais je suis sûr que le bon sens est accessible à tous à l'heure actuelle. Sur le marché de la plaisance. Voilà. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. On l'a dit, le secteur de la plaisance représente 900 emplois sur notre île et je vous propose de découvrir 2 Martiniquais qui ont choisi cette voie. À 33 ans, Ludovic Rosier-Louise fait partie des valeurs sûres de l'entreprise de réparation de moteurs Inboard Diesel Service. Tellement sûr que son patron Franck Agrin lui a confié les clés de l'atelier du marin. Il est l'exemple à suivre pour les jeunes Martiniquais. Vous êtes un des rares Martiniquais, antillais, à travailler on va dire dans la plaisance, dans le nautisme. Quel est votre parcours? Je suis issu du milieu automobile, où j'ai eu mon BTS en diagnostic automobile. Et par la suite, j'ai bifurqué vers la mécanique bateau, où il y avait un peu plus d'opportunités. C'était un peu plus diversifié qu'en automobile. Votre patron semble fonder beaucoup d'espoir sur vous. Qu'est-ce que ça fait de se sentir soutenir comme cela? Pas en moi seulement, hein, en toute l'équipe. Hein. On est quand même 4 Martiniquais dans l'équipe. C'est intéressant d'avoir un patron qui s'investit et ça donne envie de travailler. Est-ce que vous avez un message à faire passer auprès des jeunes? On a beaucoup de difficultés à trouver des mécaniciens compétents quand même, hein. Il faut un minimum de bagages. On appelle vraiment les jeunes à se former, à s'intéresser au domaine nautique et surtout à apprendre l'anglais.
parce que la moitié de mes clients, ils sont anglophones. Et si on ne parle pas anglais, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse aller réparer un bateau. Gaston Talbot a vu naître la Marina du Marin. Passionné de voile dès l'âge de 9 ans, il a déjà traversé à plusieurs reprises l'Atlantique. Il a monté son entreprise en 1988. Il est un des pionniers martiniquais dans le métier du nautisme. Monsieur Talbot, on est au club nautique ici. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous? Ce lieu pour moi, c'est toute ma jeunesse, mon enfance. Mais tous les moments de loisirs, de sport, je me retrouvais ici, avec les optimistes à côté, la mer derrière. Oui, c'est mon enfance. Vous êtes toujours dans le milieu du nautisme, mais cette fois vous êtes patron de votre société, un des rares patrons. Qu'est-ce que vous y faites? Oui, c'est vrai. Au centre de carénage, j'ai une entreprise qui me permet d'employer 4 personnes et entretenir les carènes des bateaux. Oui. Nous avons fait le tour un petit peu du site. On a rencontré plusieurs patrons qui se plaignaient ou trouvaient dommage de ne pas trouver de main-d'œuvre locale qualifiée. Est-ce que vous partagez la même impression? Souvent, je dis aux jeunes qui arrivent qu'il faut être volontaire, il ne faut pas avoir peur de foncer. C'est parce qu'on est dans un milieu où on a l'impression qu'il y a beaucoup de métropolitains, mais on peut s'approprier ce lieu aussi. Donc il faut vraiment qu'on n'ait pas peur d'y aller. Mais il faut aussi que des adultes les accompagnent aussi. Souvent, je constate que des jeunes qui ont 18-20 ans ont peur parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et il faut un accompagnement, c'est sûr. Douglas Rapier, on vient de le voir, encore très peu de Martiniquais se tournent vers les métiers de la plaisance. Pourquoi, selon vous? Pas assez d'investissement dans les jeunes, dans les clubs nautiques. Vous avez entendu Gaston Talbot tout à l'heure, qu'il a parlé de son enfance. Si vous ne goûtez pas cela quand vous êtes jeune, vous n'avez pas la passion de la mer. Il faut savoir, un bateau à 1000 km qui tombe en panne, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a pas de voiture de remorquage. Donc il faut être conscient du danger d'être en mer, et pour ça, il faut avoir la passion de la mer. Parce que vous ne pouvez, aucun capitaine ne va se confier son bateau à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il va peut-être vivre. Alors, le RSMA va ouvrir une filière nautisme l'an prochain. Qu'est-ce que vous en attendez? On est ravis, ça fait partie, si vous voulez, de l'écoute, de tous nos efforts pour justement attirer des Martiniquais. Il n'y a pas de mystère, c'est parfaitement possible. Dans les autres îles, ça existe, donc pourquoi pas ici en Martinique? On a tous la même histoire, vieux des siècles. C'est tout simplement Mais une question. Est-ce qu'il ne faut pas casser cette image justement d'un secteur un petit peu élitiste qui serait réservé aux Blancs Comment on fait pour casser ça? Je ne sais pas. Vous savez, les BMW attirent tout le monde. Je ne vois pas pourquoi travailler dans le milieu des bateaux ne peut pas attirer tout le monde. Il n'y a aucune raison explicite, sauf qu'il y a cette particularité qu'il faut investir dans la jeunesse, dans les clubs nautiques. Quels sont les corps de métier aujourd'hui qui recrutent? On a parlé des mécaniciens dans le reportage. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a toutes les entreprises se plaignent de ne pas trouver des gens compétents dans le milieu du nautisme. Donc on utilise toutes sortes, électriciens, mécanos, des gens dans la couture pour les voiles. C'est un problème de base et cette problématique de formation qui est mal orientée vers les petites entreprises nous pénalise lourdement. Rien n'est facile pour une petite entreprise pour former ses employés aujourd'hui. Ça fut un temps comme cela, mais aujourd'hui, c'est très difficile. Rapidement, un autre de vos combats est la formation en anglais. On en a parlé également dans le reportage. Est-ce que sur ce point-là, vous avez été entendu? Ça fait partie de la stratégie, si vous voulez. Il fallait qu'on mette en place le Martinique Cruises Net. Il fallait que tous ces rapports tombent et qui ont été écoutés. La prochaine étape l'année prochaine, et on a déjà averti l'AG Force PME notamment, c'est de mettre en place un programme qui a été fait il y a quelques années par la Marina, d'ailleurs avec réussite. Même les Martiniquais sur les quais se parlaient en anglais. C'était très bien fait, sauf qu'on n'avait pas la stratégie d'attirer les bateaux anglais. Parce que si vous ne pratiquez pas in situ, on oublie ce qui est arrivé. Donc là, maintenant, on attire les bateaux, on a la moyen de communiquer avec les bateaux. Vous savez, le fait qu'on a démarré le Martinique Cruises Net, il y a des bateaux actuellement en Grenade qui ont passé tout l'été, qui ont annoncé qu'ils vont venir à la Martinique à la place d'aller à Antigua pour Noël. Voilà un bel exemple. Maintenant, il faut qu'on mette en place la formation. Pendant la basse saison, on ne peut pas le faire dans la haute saison. On passe à un tout autre sujet. Est-ce que vous faites attention à votre santé, Monsieur Rapier?
Ah définition, j'arrive à l'âge où il faut que je fasse très attention et je le fais. Eh bien, si vous voulez craquer pour un bon petit plat tout en gardant la conscience tranquille, Vanessa Bitos vous a déniché une solution. Ça s'appelle les saveurs de Sèvres, des repas sans gluten ni produits laitiers. C'est notre bon plan de la semaine. Elle, c'est Séverine. Ah non, c'est plutôt elle. Manger, manger, manger. L'une de nos principales préoccupations de la journée. Alors que certains ont comme slogan « manger, bouger », d'autres vont beaucoup plus loin en prônant une alimentation saine, de plus en plus végétale et biologique. Alors j'ai choisi de faire de la cuisine vraiment plus diététique avec l'orientation sans gluten et sans lait de vache parce qu'il y avait autour de moi pas mal de personnes intolérantes, donc qui n'arrivaient pas à digérer un couscous par exemple ou un gâteau fait avec de la farine de blé. Pareil pour les gratins avec du lait de vache, c'était pas forcément évident. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas donner une touche vraiment différente à mon concept et vraiment m'orienter sur la cuisine santé et les repas santé. Sèvres ne s'adresse pas à un cercle fermé. Il s'agit plutôt d'un concept novateur qui intéresse un public large et varié. Je fais la livraison de repas le midi au bureau et je fais aussi tout ce qui est prestations traiteur avec des petits fours, des milliardises, des verrines, des choses comme ça. Alors pour la clientèle du midi, c'est essentiellement monsieur tout le monde qui est dans son entreprise, qui a faim et qui aimerait manger de façon plus saine. Et puis sinon pour les prestations traiteurs, alors il y a deux cas de figure, soit les entreprises pour les événements internes, ou soit aussi pareil, monsieur tout le monde qui a envie de fêter son anniversaire ou son mariage de façon originale. Une fois les commandes prêtes, Sèvres se met en route pour son service de livraison. Un service qui n'est pas sans embûches. C'est vrai que quand on se lance sur le créneau de la livraison de repas le midi au bureau, il y a pas mal d'aléas. Déjà le temps, s'il pleut, on va être ralenti, les livreurs à moto vont être ralentis. S'il y a une grève, s'il y a un débrayage, ça peut être une crevaison. On a quand même pas mal de choses à prendre en compte et il faut être à midi, plus ou moins, devant chaque client pour livrer le déjeuner. C'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Toto! Oui! C'est le déjeuner! Hein. Le menu du jour et puis le petit sorbet. D'accord, ok, c'est bien sans gluten, voilà, sans gluten et sans lait de vache. L'intérêt, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de gluten et qu'il n'y ait pas non plus de lait de vache, puisque je suis intolérant moi-même au lait de vache, ça me donne souvent des aigreurs d'estomac, ce genre de choses. Et le gluten, pareil, en fait, pour ma santé, c'est pas super bon. En plus du fait qu'elle soit sans gluten et sans lait de vache, c'est des recettes originales, on trouve pas ça partout, c'est vraiment varié, j'ai jamais vu ça. Mais c'est que ça a l'air bon tout ça. Mais ça doit être un peu onéreux, non? C'est abordable, c'est-à-dire que c'est pas super cher pour la qualité que ça propose en fait. Les saveurs de Sèvres, une pause gourmande et saine, à consommer sans modération. Et voilà pourquoi pas un service à proposer aux plaisanciers à travers le Net Cruiser. C'est à contacter, oui. Merci Douglas Rapier d'avoir été Julie. avec nous. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir notre agenda Contact Entreprise de cette semaine. Ce jeudi, plus d'une dizaine de chefs d'entreprise adhérents de Contact Entreprise ont répondu présents pour intervenir auprès de jeunes de la MILSEM dans le cadre du programme Garantie Jeunes. Il s'agit de faire passer à des jeunes à la recherche d'un emploi des simulations d'entretien d'embauche. Ce rendez-vous est le 3e sur le dernier trimestre 2016. Mardi 29 novembre, une quinzaine d'adhérents de Contact Entreprise participeront à une visite privilégiée des enseignes Lézard Créatif et Intercave. Voilà, Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.